Bonjour à tous, je pense que c'est mieux. Moi, je suis Jeanne Carès-Deboc, je suis en charge du programme Innovation territoriale et Smart City à la Banque des Territoires. Et à ce titre, nous accompagnons les collectivités locales dans leurs projets d'innovation. Quelques mots sur le Hub des territoires d'abord. Donc, bienvenue au Hub des territoires. C'est l'espace d'échange, de développement, de collaboration de la Banque des territoires. La vocation du Hub, c'est par différents formats. Aujourd'hui, on est dans un format regard croisé, d'inspirer, de concrétiser, de rassembler au service des projets territoriaux. Nous y réunissons à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, je salue les personnes en distanciel aujourd'hui. Vous êtes déjà plus d'une centaine. On est vraiment ravis de vous accueillir. Et donc, nous y réunissons les différents acteurs territoriaux, qu'ils soient publics, privés, collectivités, entreprises, start-up, partenaires, institutionnels. Le Hub est vraiment résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires au bénéfice de nos clients. Nous avons une programmation très variée. On traite vraiment des sujets cruciaux pour les territoires, que ce soit transition énergétique, écologique, habitat, santé, gestion de l'eau, etc. Et donc, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter si vous ne voulez rien manquer, qui est soit sur le site du Hub des territoires ou on va la mettre dans le chat. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est les données. C'est un sujet qui est régulièrement abordé au Hub. On a déjà parlé de jumeaux numériques, des données au service de la gestion de l'eau, du tourisme, parce qu'on le sait, les collectivités produisent un grand nombre de données qui permettent de mieux connaître son territoire, mieux piloter, optimiser les services publics, évaluer nos politiques publiques. Et donc aujourd'hui, nous aurons 2 grands temps dans cet événement. Un premier, lors duquel vous seront présentés les résultats de l'Observatoire Data Publica, une vaste enquête qui permet de dresser un état des lieux de la manière dont les collectivités abordent le sujet de la donnée. Et puis un deuxième temps pour vous présenter à la fois la première édition d'une note de conjoncture que la Banque des Territoires et la Poste ont construite ensemble, portant sur la donnée, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, qui défriche les grands enjeux et vous fournit une bibliothèque de cas d'usage. Et enfin, les témoignages de 2 voire 3 collectivités locales, La Roche-sur-Yon, Rennes Métropole et Saint-Sulpice-la-Forêt. J'accueille à présent Jacques Priol, président de l'Observatoire Data Publica, qui va venir nous présenter les résultats de cette grande enquête. Bonjour Jacques. Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Merci de nous accueillir pour cette présentation qui va nous permettre pour la première fois de dévoiler aujourd'hui un certain nombre de résultats liés à cette grande enquête donc, qui a été administrée avant l'été. Grande enquête auprès des collectivités territoriales, mais également auprès des Françaises et des Français, puisque nous avions souhaité, dans le cadre du programme d'action de l'Observatoire Data Publica, qu'il y ait également une enquête d'opinion pour savoir ce que les habitants, les citoyens pensent de la façon dont les collectivités, de plus en plus, et pour des finalités multiples, utilisent des données. Donc c'est une étude qui a été conduite par l'Observatoire, qui est rapidement présentée là à l'écran. L'ensemble des documents seront disponibles, donc je vais passer assez vite ce matin. L'idée, c'est pas de présenter l'étude dans sa totalité, mais de donner les principaux résultats. Vous dire que nous avons eu plus de 300 collectivités et après analyse des questionnaires, nous avons retenu 277 réponses complètes de cette très longue enquête. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont passé beaucoup de temps à y répondre. C'était une enquête longue avec des éléments quantitatifs, des éléments qualitatifs, un échantillon inédit de collectivités qui ont répondu, y compris, c'était un point important, des communes petites, voire très petites, et avec donc au final des résultats qui portent sur 277 collectivités de toutes les tailles. Et puis ce sondage donc réalisé auprès des Français par l'Institut Ipsos. Ce travail de l'Observatoire Data Publica a été conduit avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, la Banque des Territoires en premier lieu, qui nous accompagne sur l'ensemble de nos activités, et également pour cette enquête, l'ANCT, le groupe La Poste, la Gazette des communes également que je salue. Et vous signalez que l'Observatoire Data Publica, qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans, est également engagé dans diverses actions de recherche et de travaux de prospective sur les sujets de l'usage de la donnée par des acteurs publics. Nous sommes aujourd'hui référents pour la France de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Et nous conduisons une étude similaire à celle que je vais vous présenter maintenant, actuellement au Québec, avec le gouvernement du Québec et en lien avec l'ENAP, l'École nationale d'administration du Québec. Je veux remercier aussi, avant de présenter les résultats, les associations, nombreuses, notamment les associations d'élus, qui ont relayé cette enquête auprès de leurs adhérents.
Alors, de quoi est-ce que l'on parle? Eh bien, je vais commencer par des éléments du sondage Ipsos. Je vais faire des allers-retours entre les deux. On va commencer par le regard des Français sur le fait que les acteurs publics ou privés dans notre société utilisent de plus en plus de données. Et la première question qu'on leur a posée, c'est de savoir s'ils ont confiance dans la manière dont tel ou tel acteur utilise des données. Et ici, deux paradoxes pour commencer mon propos à retenir. La première des choses très importantes, et je pense à tous les acteurs locaux qui sont présents ici ou en visio, de se dire que, a priori, les Français ont confiance dans le service public, dans la manière dont il utilise les données, et notamment le service public local. 69% des Français font tout à fait confiance ou assez confiance, par exemple, aux communes, 66% en région, au département, un peu moins pour l'État, 53%. Les sociologues nous expliquent que c'est un effet proximité qui est très important, qui joue sur la confiance. Et cette confiance, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si elle est méritée, d'une part, et ensuite ce qu'il faut faire pour l'entretenir. Je résume souvent ce sujet de la confiance en disant, lorsque je vais dans une mairie, je n'ai pas l'idée que la mairie va revendre mes données, et j'ai plutôt raison, a priori, on va le voir. Sachez que cette confiance est une particularité française. Dans de nombreux pays, nous n'avons pas le même type de résultats. Alors, l'enquête a été menée d'abord auprès des collectivités. Quelques confirmations pour commencer. Première confirmation, le sujet de la data n'est plus un sujet réservé aux métropoles et à quelques régions, comme c'était le cas il y a 4 ou 5 ans. Vous verrez dans le détail de l'enquête que 36% des collectivités nous disent avoir mené des expérimentations avec de nouvelles données ou des outils innovants en matière de données au cours des 2 dernières années. Vous verrez que les collectivités de taille moyenne se sont saisies du sujet, un peu moins les communes de moins de 3500, on y reviendra tout à l'heure. Et vous verrez que dans les grandes collectivités, ces proportions sont très importantes. 90% des régions, 89% des métropoles, 57% des communes de plus de 100 000 habitants, 56% des départements se déclarent engagés dans tout un tas d'expérimentation. Vous verrez dans les documents complets qu'il y a également une analyse qualitative, parce qu'on ne s'est pas contenté de demander aux uns et aux autres de déclarer ce qu'ils faisaient, on leur a demandé de le prouver et de nous transmettre tout un tas de documents que nous allons progressivement continuer à analyser d'ailleurs. Deuxième point important, confirmation également, la protection des données personnelles est identifiée comme un enjeu central. Vous me direz, ça n'est pas un hasard, le RGPD s'applique à tout le monde, mais il s'applique, en tout cas c'est ce que nous disent les collectivités qui ont répondu, plutôt bien. Au passage, c'est aussi ce que nous dit plutôt la CNIL, même s'il y a eu un rappel à l'ordre avant l'été auprès d'une vingtaine de collectivités de plus de 20 000 habitants qui n'avaient pas désigné leur délégué à la protection des données. On a aujourd'hui 72% des collectivités qui considèrent être en bonne voie dans la mise en conformité complète au RGPD. Il y a un effet taille, là également. On voit que les choses sont plus engagées dans les grandes collectivités que dans les petites collectivités. Cela se vérifie au niveau de la désignation des DPO. Vous trouverez dans l'étude également des choses intéressantes sur le fait de savoir si les collectivités ont désigné leur propre DPO, si elles ont mutualisé avec d'autres collectivités, si elles ont externalisé. Au passage, l'Observatoire avait publié il y a de cela quelques mois une étude très approfondie sur le sujet avec l'ensemble de la base de données des DPO, puisqu'elle est disponible en open source sur data.gouv.fr, et vous pourrez le creuser un peu plus loin. Et puis, le RGPD, ça n'est pas que un processus avec des désignations formelles, c'est aussi des processus de gestion et d'amélioration de la gestion des données personnelles, de la protection des données personnelles. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la plupart des collectivités mentionnent avoir changé leur manière de gérer les données personnelles, ce qui est sans doute quelque chose aussi d'important et d'intéressant. Au passage, on a interrogé les Français sur leur relation à ce RGPD. Alors la France est un pays assez particulier sur ce sujet-là, au même titre que l'Allemagne d'ailleurs. Ce sont les 2 pays qui disposaient des législations les plus anciennes de protection des données personnelles avant l'entrée en vigueur du RGPD en 2018. La France, c'était la célèbre loi informatique et liberté depuis 1978. L'Allemagne, c'était 1977. D'une certaine manière, pour les Françaises et les Français, et ce n'était pas le cas dans tous les pays européens, le RGPD n'a pas changé grand-chose en termes de niveau et de qualité de protection de la vie privée. Mais les processus ont complètement changé, la manière de faire a complètement changé. Et les Français le savent, le sondage montre qu'il y a une forte connaissance de l'existence du RGPD, de la manière qu'il y a une forte confiance de la CNIL. Il y a d'autres études qui le montrent régulièrement. On ne sait pas toujours comment on peut faire pour saisir la CNIL, mais on sait quand on est en France qu'on est protégé, que la CNIL est là pour ça. Et on a confiance aussi dans les services publics sur la manière dont ils appliquent ce RGPD à 72%. On a un peu moins confiance dans le monde de l'entreprise, les entreprises privées françaises 58%, et beaucoup moins dans les entreprises étrangères. J'y reviendrai tout à l'heure sur des sujets comme l'hébergement.
Autre confirmation importante dans cette enquête, le fait que de plus en plus de collectivités sont en train d'intégrer progressivement dans leur arsenal juridique les enjeux de la data. Nous avons beaucoup de collectivités, plus de la moitié en tout. L'effet taille est également très important, donc un pourcentage beaucoup plus élevé dans les grandes collectivités, régions, métropoles, grands EPCI, grandes communes. Mais 50% des collectivités aujourd'hui utilisent des clauses sur la data. C'est un sujet que par ailleurs, en tant que professionnel de la data, nous avions observé, sur lequel on a eu l'occasion également de travailler avec la Banque des Territoires dans le passé. On voit qu'aujourd'hui, il y a des clauses data sur de nombreux sujets, le RGPD bien sûr, ça c'est obligatoire, mais aussi pour 58% des clauses par exemple sur la propriété des données publiques, l'idée que par de l'encadrement juridique, on est en capacité de garantir une forme de maîtrise publique sur de la donnée est une idée qui progresse aussi, cette étude le confirme. Autre point important, il y a des enjeux nouveaux qui émergent fortement, mais ils sont complexes à appréhender. L'enjeu de la souveraineté, pris dans plusieurs acceptions possibles du terme, souveraineté nationale, souveraineté européenne sur la protection des données, souveraineté publique sur les données de gestion du service public, les questions d'hébergement, les questions de recours à l'open source. L'enquête confirme que ces sujets sont identifiés, mais l'enquête confirme aussi qu'ils sont difficilement aujourd'hui pris en charge par les collectivités. En matière de souveraineté publique sur les données, 23%, je dirais seulement, des collectivités aujourd'hui ont une vision de ce qu'il conviendrait de faire ou ont engagé des actions pour ce faire. En matière d'hébergement des données, par contre, sans qu'il n'y ait probablement de stratégie énoncée partout, un constat très fort, très marquant, qui va d'ailleurs un peu à l'encontre d'une forme de discours ambiant sur le recours au cloud, qui est que très majoritairement, quelle que soit la strate, les collectivités territoriales hébergent les données chez elles. Très, très, très majoritairement. Ceci est vrai pour des communes, c'est particulièrement vrai pour les départements, c'est particulièrement vrai aussi pour des grandes communes, et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que ça prend un peu le contre-pied de peut-être de ce que l'on peut se dire, y compris ce que les consultants peuvent dire parfois. En matière d'open source, c'est un sujet parmi d'autres que vous retrouverez dans l'étude, quelque chose aussi d'intéressant. Le sujet de l'open source est un sujet qui revient souvent, qui revient dans les textes européens, qui revient dans les appels à projets lancés par l'État en France. L'open source est un sujet qui anime nos débats, nos discussions, nos rencontres, mais qui, somme toute, mobilise assez peu les territoires. Il faudra sans doute l'analyser et le comprendre. Nous allons notamment travailler avec des associations qui militent pour la diffusion de l'open source, qui est un gage de souveraineté, de maîtrise des outils. Seuls 7% des collectivités en font véritablement un principe de décision fort dans leur choix d'investissement numérique. Il peut y avoir des éléments budgétaires qui rentrent aussi en ligne de compte. Je n'ai pas le temps de le développer ce matin, mais ça fait partie des enseignements. Parmi les confirmations également de cette enquête, quelque chose que l'on attendait, parce que nous en avons tous maintenant le retour, l'expérience et la pratique, c'est un échec relatif de l'open data, en tout cas tel qu'il a été voulu par le législateur à travers la loi pour une République numérique. 54% des collectivités ne publient pas de jeux de données en open data. Je ne vais pas en détailler l'ensemble des raisons. Je vous renvoie notamment aux travaux de nos amis et partenaires d'Open Data France et de l'Observatoire de l'Open Data. Notre enquête corrobore et confirme évidemment les chiffres qui figurent dans cette étude. Ce que l'on peut se dire en un mot, parce que il y a depuis peut-être 18 mois, 2 ans maintenant, beaucoup de travaux complémentaires autour des raisons qui font que les collectivités ne publient peut-être pas autant de données en open data que ce qu'elles pourraient, ou en tout cas de ce qu'elles devraient au regard de la loi. Il y a l'idée que probablement l'open data n'a pas complètement rencontré son public, que beaucoup de données qui sont publiées sont somme toute assez peu utilisées, ou alors, pour être plus précis, qu'elles sont peu utilisées seules, et que l'un des enjeux majeurs que l'on voit émerger aujourd'hui est celui de l'émergence d'une économie du partage de la donnée et de la construction de dispositifs qui vont permettre de croiser des données publiques mises à disposition, en open data ou pas, au demeurant, avec des données présentant un caractère d'intérêt général sur le territoire, notamment des données privées d'intérêt général. Vous savez que c'est l'un des axes de travail sur lequel les ministères au demeurant, et peut-être que Pierre-Louis Roll pour la NCT en dira un mot tout à l'heure, travaillent. Ça m'amène au point suivant, qui est que nous avons également dans cette enquête la confirmation qu'il y a des gouvernances autour de la donnée à construire. Seuls 10% des collectivités nous disent avoir défini des règles de gouvernance de la donnée, interne ou externe.
C'est assez peu au regard de la prise de conscience des enjeux, c'est peu au regard du nombre de collectivités qui nous disent expérimenter des usages innovants. Qu'est-ce qu'on appelle gouvernance? C'est deux choses. C'est la gouvernance interne, c'est le management de la donnée, je vais y revenir dans un instant, et l'organisation de la fonction data. Mais c'est aussi des règles de gouvernance avec le territoire, avec les acteurs du territoire avec lesquels on croise, on échange, on partage de la donnée. Ça commence dans un premier cercle avec les délégataires de services publics, et puis ça s'élargit ensuite avec celles et ceux qui participent notamment à des programmes de territoire intelligent, celles et ceux qui participent à des programmes d'innovation dans lesquels on mobilise de plus en plus de données. Les règles de gouvernance externe, c'est également la relation aux citoyens. Et là aussi, une confirmation de ce que nous pressentions, quelque chose d'important. Seuls 10%, et encore, elles sont très ciblées, des collectivités territoriales, aujourd'hui, ont associé d'une manière ou d'une autre les citoyens à la définition des usages et des règles de la donnée. On a quelques cas un peu emblématiques qui sont connus. Vous avez en tête probablement le panel citoyen qui a servi à rédiger la charte éthique de la donnée de Nantes Métropole, qui était la première. Vous avez peut-être en tête la conférence de consensus qui a été organisée à Brest Métropole autour des usages de la donnée. C'était une première en France également, ou le comité éthique de la data qui se met en place à Dijon. Quelques exemples ici ou là, mais qui restent très limités. Le sujet de la data est un sujet complexe pour les élus, pour les décideurs, pour les fonctionnaires de nos collectivités, et un sujet complexe à mettre en débat public. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cette enquête, elle révèle aussi un certain nombre de nouveautés. Donc après les confirmations, les nouveautés, mais des nouveautés d'abord attendues. D'abord, parmi les nouveautés, la prise de conscience des enjeux de la cybersécurité. Très important. Pensez-vous que votre collectivité est exposée à des attaques cyber? Nous sommes à 89% de collectivités qui répondent par l'affirmative, de façon permanente, continue ou de façon de temps en temps. Ce chiffre marque une évolution très rapide. Je compare là avec une autre étude qui est celle, on a posé dans l'enquête plusieurs questions similaires à des études préalables pour pouvoir comparer les évolutions. Il y avait une étude faite par la FNCCR qui avait été publiée il y a 2 ans maintenant sur la cyber. On a posé les mêmes questions. Il y a une progression très forte de la prise de conscience du fait que le risque existe. C'est normal, il y a malheureusement des cas particulièrement spectaculaires d'attaques cyber dans les collectivités qui, depuis 2020, ont marqué les esprits. Donc cette prise de conscience augmente. Et puis les collègues des DSI y sont confrontés maintenant de façon quasi continue. Donc ces chiffres progressent et la prise en compte de ce risque cyber en termes d'organisation dans la collectivité, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes mesures, mais l'étude qui sera disponible le fait, permet de voir que non seulement le sujet est identifié, qu'il est identifié à un bon niveau dans un nombre significatif de collectivités, en tout cas de taille grande, très grande et moyenne. La problématique pour les collectivités plus petites reste tout à fait importante, et d'ailleurs l'ANSSI l'avait signalé dans une enquête il y a 2 ans. Parmi les nouveautés attendues également, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les usages de la donnée au sein de nos collectivités territoriales. Alors, ce sujet de l'IA est un sujet dont on va sûrement beaucoup parler dans les années qui viennent. J'ai parfois l'habitude de dire on met IA un petit peu à toutes les sauces, notamment parce qu'il y a des appels à projets en cours. Certains dans la salle en ont la responsabilité, et on sait que sur un certain nombre de projets, on utilise beaucoup de data dans les territoires intelligents. Si on rajoute virgule intelligence artificielle, eh ben, il y a peut-être des chances d'obtenir des subventions supplémentaires. Et nous avons donc interrogé les collectivités pour savoir combien d'entre elles utilisaient véritablement de l'intelligence artificielle. Alors elles sont 15% à nous répondre qu'elles le font. Mais comme pour toute l'enquête, nous avons souhaité aller au fond des choses, toutes celles qui ont répondu oui, nous avons expérimenté de l'intelligence artificielle, nous leur avons demandé de nous fournir les éléments pour nous expliquer de quoi il s'agissait. Alors d'abord, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ce ne sont que des expérimentations. Nous n'avons pas d'exemple, à part un peut-être, qui est celui de la région Occitanie sur l'analyse des besoins de compétences sur les offres d'emploi non pourvues au titre de la compétence de la formation des demandeurs d'emploi de la région. Il n'y a pas aujourd'hui de dispositif de gestion de politique publique territoriale piloté ou guidé par de l'intelligence artificielle à être véritablement déployé. Donc on parle là de prototypes, de POC, d'essais, dans des domaines tout à fait variés, liés à de la cartographie, liés à de la mobilité, liés à des questions d'énergie, liés à des questions de déchets. Mais attention aussi à une chose, c'est qu'il y a parmi les
présentations qui sont faites, un certain nombre de dispositifs, et je pense notamment à tous les chatbots qui sont expérimentés actuellement dans de nombreux territoires, qui ne sont pas à proprement parler des outils d'intelligence artificielle. Nous sommes avec des outils, avec des algorithmes sophistiqués, des arborescences sophistiquées, mais ça n'est pas de l'IA. Nous y reviendrons. Je sais qu'on sort cette étude quelques semaines après le rapport du Conseil d'État qui laisse entendre, ou en tout cas qui a été compris comme étant une alerte sur le fait que la France serait peut-être en retard dans l'utilisation de l'IA au niveau des services publics. Pour ma part, je me permets une interprétation complémentaire qui est peut-être de se dire que nous sommes surtout en retard par rapport au discours. Et je ne suis pas sûr que nous soyons véritablement en retard par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, mais c'est un autre sujet. Au passage, je reviens à l'enquête auprès des Françaises et des Français parce que c'est intéressant. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas une attente et une appétence particulièrement forte sur le recours à ce type d'outils. Nous avons 52% des Français qui, lorsqu'on leur parle d'IA, réagissent en disant que ça suscite de l'enthousiasme ou de la curiosité, on va dire des sentiments plutôt positifs, 36% des sentiments plutôt négatifs. Avec d'autres questionnaires, d'autres études faites au niveau international, la France ne fait pas du tout partie des pays qui sont spontanément, collectivement favorables au déploiement de ce type d'outils. Il faut l'avoir en tête également, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il y a certainement des conditions au déploiement de ces outils qui sont à réunir. Parmi les nouveautés attendues également dans notre enquête, il y a la prise en compte des enjeux du numérique responsable. Alors, prise en compte à un niveau qui nous a, malgré tout, peut-être un petit peu surpris, avec une précision importante, c'est que l'enquête a été administrée entre les mois de mai et début juillet, avant la sortie du décret du 29 juillet qui définit les conditions de mise en œuvre des stratégies numériques responsables dans les collectivités de plus de 50 000 habitants. Il est possible que les chiffres évolueraient si on administrait à nouveau l'enquête maintenant, mais seulement 4% des collectivités ont déjà adopté et préparé des stratégies en la matière. 29% annoncent avoir commencé à réfléchir, à engager une stratégie sur la manière dont on peut concilier le développement des usages du numérique et notamment de la data avec des stratégies responsables. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, pour le coup, les Françaises et les Français en attendent beaucoup plus. 76% d'entre eux estiment, y compris que le service public doit limiter l'utilisation massive des données à cause de l'impact environnemental, même si ceci réduit son efficacité. C'est un sujet dont probablement on parlera beaucoup également dans les 2-3 ans qui viennent, avec la nécessité, je me permets de le dire, d'objectiver également ce qu'est la réalité aujourd'hui du recours aux données massives par les territoires. Vous savez qu'il est communément admis aujourd'hui que la data, le transport, le stockage de la donnée représente en gros 20% de l'empreinte carbone globale du numérique. Dans le monde territorial, nous sommes très loin de ces pourcentages. Le territoire de Lyon a fait faire une analyse carbone complète de son empreinte numérique. Et la data n'y représente que 4%. Et pour avoir travaillé avec un certain nombre de métropoles sur une évaluation du volume réel des données stockées, nous savons que dans les territoires, en général, les collectivités ne sont pas les plus gros consommateurs ni de bandes passantes, ni de puissance de calcul, ni d'espace de stockage. En général, dans les territoires, les acteurs publics qui en consomment le plus, ce sont d'abord les universités et notamment un certain nombre de laboratoires de recherche qui sont consommateurs à des niveaux extrêmement élevés. En général, le deuxième, c'est le CHU et ensuite seulement arrivent les services métropolitains. Des surprises également dans notre étude. D'abord, une première surprise sur les objectifs et les priorités des territoires en matière d'utilisation de la donnée. Pas tellement sur les domaines attendus. Beaucoup d'attentes au niveau, on va dire, de l'administration en général, c'est-à-dire, pour faire simple, la dématérialisation, la relation digitale aux citoyens, des attentes en termes de thématiques sur la mobilité, l'environnement, l'énergie, les déchets. Un petit point sur la sécurité qui n'arrive qu'en dernière place de notre classement. J'y reviendrai tout à l'heure. La surprise, elle n'est pas tant sur les thèmes. Ce que nous avons dans cette enquête confirme aussi ce qui a pu être publié, par exemple, dans l'étude, le rapport Smart City remis au gouvernement l'année dernière. Mais la surprise, elle vient plutôt de la motivation des décideurs locaux à utiliser plus de données et des outils innovants pour traiter les données. Motivation qui ressort principalement d'une recherche de retombées en matière de relations aux citoyens et de retombées en matière d'efficacité des politiques publiques et la recherche du retour sur investissement pris au sens strict du terme, d'un impact financier immédiat sur les comptes publics, n'arrive en tête que dans 8% des collectivités territoriales. C'est un point qui est important.
que je veux souligner ici parce que nous avons là aussi le contre-pied d'un certain nombre de choses qui sont parfois affirmées un peu vite, par des entreprises parfois, par des consultants, par des acteurs qui incitent les collectivités à se doter de ces outils. La recherche du retour sur investissement immédiat en termes budgétaires est quelque chose de complexe, difficilement mesurable, à quelques exceptions près malgré tout. Par contre, la mesure de l'impact en termes d'efficacité des politiques publiques, de personnalisation parfois de ces politiques publiques est beaucoup plus importante. À noter que cette enquête a été faite encore une fois avant l'été. Il est possible que si elle était aujourd'hui réadministrée sur la question des consommations énergétiques, nous aurions un autre type de réponse de façon spécifique. Nous savons, parce que certaines collectivités ont anticipé ce genre de choses, que des outils de pilotage par la donnée, de l'éclairage, éclairage intelligent, des bâtiments publics, de tous les équipements publics, peuvent permettre d'avoir en tout cas un suivi extrêmement fin des consommations énergétiques et de s'inscrire sur des trajectoires d'économie d'énergie, ce qui évidemment dans les mois qui viennent va être une priorité. Alors les Françaises et les Français font le même classement que les collectivités, ce qui est assez intéressant, même s'il peut y avoir, en tout cas, définissent les mêmes priorités globalement, même si le classement, à strictement parler, n'est pas tout à fait le même, la question n'est pas exactement identique non plus, avec un point important sur lequel je veux m'arrêter une seconde, c'est qu'il place également la question de la sécurité comme étant une question pour laquelle ils ne sont pas certains, ils ne pensent qu'à 34% que la sécurité dans la ville pourrait être améliorée par le recours massif à la donnée. Les élus et les fonctionnaires qui ont répondu à la première enquête pensent la même chose, ce qui, pour ma part, me laisse un petit peu songeur par rapport à la place que ce sujet peut prendre dans le débat public et être à l'origine, comme vous le savez, d'un certain nombre de polémiques. Dans les surprises également, l'émergence de la fonction data. Je parlais tout à l'heure de règles de gouvernance interne, règles de gouvernance externe. En matière de règles de gouvernance interne, nous commençons, alors que le sujet n'est apparu que depuis 4 ou 5 ans et au départ que dans des très grandes collectivités, nous commençons à voir apparaître des formes d'organisation qui permettent la prise en compte des enjeux de la data au sein des administrations publiques locales, avec 3 figures qui émergent, même si ça reste sur des pourcentages relativement faibles. Et puis, quand on a regardé ensuite d'un point de vue qualitatif, ce sont des collectivités qui sont souvent pionnières et souvent des grandes collectivités malgré tout. Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de chief data officers, d'administrateurs généraux de la donnée dans nos collectivités, le fait que des comités data se mettent en place avec des représentants de différentes directions très consommatrices et ou très productrices de données, c'est souvent les mêmes. Le fait que l'on voit apparaître des directions de la donnée qui sont créées dans un certain nombre de collectivités, y compris de taille moyenne, est quelque chose de nouveau que nous appelons de nos voeux, parce que si on veut qu'il y ait véritablement une maîtrise publique et des véritables stratégies publiques de la donnée qui se mettent en place, il va falloir que ces organisations se structurent et se développent. Mais c'est quelque chose de très intéressant qui apparaît dans l'enquête. En matière de surprise également, des attentes et des projets sur la question de l'éthique. Alors la question de l'éthique, on va s'en redire un mot en guise de conclusion avec les éléments issus de l'enquête auprès des Françaises et des Français. Mais au niveau des collectivités territoriales, d'abord, une question était posée de savoir si la collectivité s'était dotée d'une charte éthique de la donnée. Alors, on l'appelle charte, on peut l'appeler autrement, il peut y avoir une doctrine, un document. Il y a différentes manières de faire, mais en tout cas, d'avoir un document de référence qui va définir des règles éthiques. C'est-à-dire des règles qui vont au-delà du strict respect de ses obligations juridiques, puisque, par définition, un service public est supposé appliquer de toute façon les règles qui sont celles qui régissent la gestion des données. 6% ont d'ores et déjà une démarche de ce type, mais surprise pour nous, en tout cas, à l'Observatoire Data Publica, 34% des collectivités qui ont répondu, y compris des collectivités de petite taille, et nous commençons à en avoir quelques exemples, nous disent vouloir se doter d'un document de référence en matière d'éthique de la donnée. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience du fait que la gestion des données, ça n'est pas qu'un sujet technique, ça n'est pas qu'un sujet juridique au sens je respecte le RGPD d'un côté, la loi pour une république de l'autre, c'est aussi je définis un cadre et je vais expliquer comment, moi, service public, je gère de la donnée. Je dis souvent,
Une mairie, ça n'est pas Facebook. Facebook fait un certain nombre de choses avec les données des membres de ce réseau, parfois des choses illégales, et les CNIL européennes se chargent de le rattraper avec des amendes, vous avez vu la dernière, de 350 millions d'euros, tout à fait significatives, et c'est tant mieux. Mais Facebook fait aussi énormément de choses parfaitement légales avec les données, qui sont des choses que le service public s'interdit de faire. Et c'est aussi à ça qu'une charte éthique va pouvoir servir en intégrant des principes, des méthodes et des objectifs sur l'utilisation des données. Alors ça tombe plutôt bien parce que dans l'enquête que nous avons faite en parallèle avec l'Institut Ipsos auprès d'un échantillon représentatif de la population française, nous avons posé la question aux habitants, aux citoyens, de savoir dans quelles conditions ils accepteraient que l'on utilise de plus en plus leurs données. Alors là, il n'y a pas toutes les questions ce matin, on n'a pas le temps de les présenter. L'étude complète sera disponible en ligne. On voit qu'aujourd'hui, il y a un consentement à ce que des données soient utilisées de façon plus importante au nom de l'intérêt général, mais sous un certain nombre de conditions. Et parmi les conditions que nous avions proposées, d'une certaine manière, elles sont toutes plébiscitées, Ipsos les a mises dans l'ordre, mais 92% des citoyens nous disent qu'il faut qu'il y ait une information claire et transparente sur l'utilisation qui est faite des données. On aurait pu parler aussi de transparence algorithmique, c'est un autre volet de l'étude que je n'ai pas eu le temps de présenter ce matin. On souhaite que les données soient hébergées en France. Ce que j'ai indiqué comme pratique actuelle des collectivités va plutôt dans ce sens. On souhaite qu'il y ait des contrôles qui soient faits sur l'utilisation des données, y compris, pourquoi pas, par la mise en place de comités éthiques citoyens. Et l'idée d'une charte, par exemple, est considérée comme pouvant être prioritaire par 49% des Français et importante, même si ça n'est pas prioritaire, par 40%, donc 89% de nos concitoyens sont sensibles au fait que les acteurs publics se dotent d'outils de ce type-là. Il y a un sujet sur lequel je voudrais m'arrêter quasiment en guise de conclusion, qui est important, parce que c'est un sujet qui est débattu aujourd'hui dans un certain nombre de collectivités et chez d'autres acteurs publics, je pense aux hôpitaux notamment. C'est la question de savoir si ces dispositifs de gestion des données, notamment dans la ville intelligente, dans la Smart City, qui sont des dispositifs qui coûtent, qui technologiquement ne sont pas simples, qui vont nécessiter de faire des recrutements. Si ces données pourraient, pourquoi pas, puisqu'elles vont être réutilisées pour certaines par des entreprises privées, être commercialisées pour rentabiliser le dispositif et pour financer les dépenses qui doivent être faites en face. La question de la commercialisation des données publiques est une question ligne rouge chez nos concitoyens. Plusieurs études européennes l'ont montré, notamment récemment sur les données de santé. Les données publiques doivent être, et ça n'est pas qu'une position de principe, c'est aussi quelque chose qui est profondément ressenti par nos concitoyens, considérées comme un bien public et s'engager sur la voie de leur commercialisation, comme certains sont en train de le mettre à l'étude en ce moment, est probablement de nature à rompre le lien de confiance qui existe avec les acteurs publics en matière de gestion des données. Vous dire enfin que l'étude a montré un certain nombre de blocages et de besoins. Un besoin très important qui est celui de la culture de la donnée. Un besoin important de mettre en place des dispositifs d'acculturation, aussi bien auprès des élus que des fonctionnaires. Vous dire que les collectivités nous disent manquer de temps, manquer de compétences, manquer de moyens pour le faire. Pour certaines, nous disent avoir des difficultés de recrutement, mais elles sont très peu nombreuses. Ce sont surtout les grandes collectivités qui ont déjà engagé des politiques très avancées, qui veulent recruter en plus sur des emplois spécifiques, data scientists par exemple, qui le disent. Mais ces besoins sont importants. Voilà, j'en ai terminé en respectant le temps qui m'était imparti. Simplement vous dire que pour découvrir le détail de ces deux enquêtes, il y aura un autre webinaire dans une semaine et l'ensemble des documents sont d'ores et déjà en ligne sur le site observatoire.data-publica.eu. Vous pouvez donc dès à présent les récupérer et les télécharger. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. C'était passionnant. Je pense qu'on a beaucoup d'entre nous ont envie de rebondir. Donc, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, du coup, vous pouvez les garder. On aura un temps d'échange vraiment à la fin. Et du coup, j'invite maintenant Pierre-Louis Rolle, administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Je pense que non. À nous rejoindre. Donc, merci Pierre-Louis. Et donc, Pierre-Louis, tu pourras commenter ces résultats et puis nous parler des actions de l'ANCT sur ces sujets. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation et cette invitation à réagir à l'enquête. Et merci surtout à nos partenaires, la Banque des Territoires qui nous accueille, le groupe La Poste et la Gazette des Communes pour avoir travaillé collectivement à cette enquête qui est présentée à une date un peu symbolique parce qu'on est quasi 6 ans jour pour jour après le vote de la loi pour une République numérique, 1 an quasi jour pour jour après que le Premier ministre Jean Castex ait dévoilé les feuilles de route des administrateurs ministériels, données, algorithmes, etc. et qui a chargé l'ANCT du périmètre de l'ouverture des données, de la cohésion des territoires et de la circulation des données entre l'État et les collectivités. Et quelques jours après Numérique en commun, un événement organisé aussi en partenariat avec la Banque des Territoires, où on était à peu plus de 2000 au Stade Bollard à Lens, où le ministre Barrot a annoncé l'acte 2 de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Et cette enquête m'interpelle autant sur ma casquette inclusion numérique que sur ma casquette données. Puisque c'est une des forces de l'enquête, c'est de mêler ces questions du rapport de la donnée du grand public et des collectivités, et ça va être particulièrement riche et utile pour nous aider à définir les actions à venir en matière de politique de la donnée pour le pôle ministériel et l'ANCT. S'agissant du rapport des citoyens à la donnée, je pense que le mot-clé qu'on peut retenir, c'est confiance. C'est la question de la confiance vis-à-vis des données, la confiance vis-à-vis des acteurs qui les manipulent. Et là, ça vient aussi conforter, et ça montre un focus assez passionnant sur la question de la relation des Français aux technologies. Et dans toutes les grandes enquêtes qu'on peut mener sur l'inclusion numérique, je pense au baromètre du numérique, à chaque fois on a cette posture un peu ambivalente où on a un très grand intérêt des Français pour la technologie, une certaine technophilie, un certain rapport critique, et à la fois une défiance et pour le moins une méfiance, un rapport critique à la technologie. Et un rapport assez ambivalent. On peut avoir des compétences numériques sur un sujet, mais pas sur celles que peut attendre l'État. On peut avoir confiance dans les technologies, mais avec un cadre éthique. Et là, on a vraiment une confirmation de cette approche de la population vis-à-vis de la technologie. On le voit que 6 Français sur 10 ont entendu parler de données ouvertes, que 84% ont entendu parler d'intelligence artificielle, mais quand on rentre dans le détail des résultats, on voit que données n'est pas forcément associé à une amélioration de la qualité du service public, n'est pas forcément associé à une amélioration du service qui sera rendu. On est dans la trentaine de pourcents sur oui, systématiquement la donnée va nous aider à avoir sur tel ou tel sujet une meilleure lutte contre la pauvreté. Donc on n'a pas non plus une sorte de technosolutionnisme qui est attendu et qui se retrouve aussi du côté des collectivités territoriales. Et c'est assez intéressant dans la façon où je pense qu'il faudra qu'on intègre cette question de la data littératie, qu'on intègre cette question du rapport aux données dans la stratégie inclusion numérique qui va se réinventer dans les mois à venir avec les associations d'élus, qu'il faut vraiment mener ces deux questions de front et qu'on ne reste pas à des questions uniquement sur l'accès aux droits, l'accès aux services publics. Et c'est une très bonne aussi façon de faire de la médiation numérique sur les enjeux de services publics, sur les enjeux pourquoi est-ce qu'on fait de la dématérialisation, pourquoi est-ce qu'on numérise nos collectivités, pourquoi est-ce qu'on numérise l'État, et en faire aussi un levier. Et quand on voit que 80% des collectivités n'ont pas associé les citoyens dans leur définition de la feuille de route data, alors c'est pas non plus très étonnant, hein, ça demande des moyens, on est au début de toutes ces questions-là, mais là aussi, de mener de front cette question de l'inclusion des citoyens, de la participation sur la définition des questions de politique d'ouverture des données, je pense que ça va être un levier qui va être assez important pour réussir ces politiques d'ouverture de données de la part des collectivités.
S'agissant des collectivités, je pense que ce qui ressort de l'enquête, c'est une certaine vision stratégique de la donnée et de l'intérêt que peut représenter la donnée pour une collectivité. Je passe sur les questions de cyber, d'organisation, etc. Mais on voit qu'il y a quand même une très forte inflexion sur comment est-ce que la donnée va être non seulement au cœur de ma politique SI de la collectivité, mais aussi au cœur de la politique publique. C'est pas quelque chose, un numérique un peu désencastré. On va faire des surcouches numériques sur ma politique de la ville, sur ma politique logement, etc. Mais c'est de plus en plus intégré dans les sujets. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous, on veut accompagner et qu'on veut porter avec l'incubateur des territoires de l'ANCT. Et on le voit bien parmi les surprises qu'énonçait Jacques sur cette motivation sur la donnée, c'est vraiment une question d'efficacité, de retombée en matière de politique publique qui est attendue. Et pour nous, ça va être ça le fer le nerf de la guerre dans les mois à venir sur la feuille de route donnée, ça va être cet accompagnement très, très incarné de la donnée, très pragmatique sur les différents sujets. Donc il y a encore des marges de progression, 7% d'open source comme critère principal 6 ans après la loi pour une république numérique. Jacques mentionnait les questions budgétaires. Effectivement, l'open source, ça permet de faire des économies, donc ça va être un axe de progression sur le sujet et qui sera important de collectivement porter, sachant qu'on voit aussi dans l'enquête l'importance attendue des questions de mutualisation, et qui sera là aussi, je pense, un des mots-clés sur les enjeux des mois à venir. Alors pour me permettre de conclure sur un an après la publication de notre feuille de route, où en sommes-nous, ça a été, vu l'ampleur de la tâche, la ANCT, établissement public au service des collectivités, une application de l'ouverture des données et des codes sources encore colossales à mener. On a commencé petit. On a commencé par déjà essayer, nous, de nous mettre en posture d'accompagner vraiment les collectivités dans ces projets d'ouverture de données et de codes sources. Ça a été de travailler assez pragmatiquement, notamment grâce à France Relance, sur la construction de services publics numériques essentiels auprès de collectivités via les appels à projets qu'on a pu lancer, et surtout de mettre en place une méthode à la fois de subvention et d'ingénierie sur le portage de ces projets, et aussi à destination des toutes petites communes. Donc aujourd'hui, on va publier notre rapport que vous pouvez télécharger sur le site incubateur.nct.gouv.fr du programme national d'investigation qui était issu du plan de relance. Et l'objectif, c'était aider des communes, des toutes petites communes, à créer des services publics numériques. Donc on envoyait des designers, des sociologues, des développeurs pour, avec les citoyens et les agents, sur une commune de 200, 300, 1000 habitants, mettre en place soit des services publics numériques sur étagère, soit en construire de nouveaux. Et l'objectif, c'est ensuite d'avoir une offre prête à porter pour les collectivités et de standardiser ces petites investigations qui ont été faites. Et sur la donnée, on veut appliquer la même approche que pour les services numériques. Donc on va ouvrir dans les semaines à venir le guichet données et territoires, qui pour l'instant a été ouvert en interne à la cohésion des territoires et à la transition écologique, qui est un guichet d'agents qui accompagnent des directions dans leur projet d'ouverture de données. Et on met en place des outils très pratiques, très simples pour pouvoir traiter la donnée. Comment est-ce que je géocode mes données, comment j'ai des outils de vérification de qualité de la donnée, etc. Donc ça, on vous invitera à travailler avec nous pour accéder à ces outils et à ce guichet très bientôt. Et on a hâte de mettre en œuvre de tirer plutôt toutes les leçons de l'enquête Data Publica. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Louis, merci. Et donc à présent, la Poste et la Banque des Territoires, vous l'avez vu, nous sommes partenaires de cet observatoire Data Publica, et on a déjà pu utiliser ces résultats dans une note de conjoncture, notre première note de conjoncture, première édition sur la data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. On est en duplex avec le spot de la Poste également, que vous pouvez voir. Et donc cette note, vous pourrez la trouver dès maintenant sur le site internet de la Banque des Territoires, et donc vous aurez le lien
dans le chat pour pouvoir télécharger la note. J'invite à présent, pour nous en parler, lors d'une interview croisée qui sera menée par Jacques, à venir Agnès Granger, directrice du pôle service et développement du groupe La Poste, et Benoît Parisé, directeur de la transformation numérique de la Caisse des dépôts et de la stratégie digitale de la Banque des Territoires. Merci à vous. Merci. Merci Jeanne. Donc, il m'appartient effectivement de conduire cet échange rapidement. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est de savoir pourquoi cette note de conjoncture sur la data et également pourquoi une coproduction de la Banque des Territoires et du groupe La Poste, en commençant par vous Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi? Alors déjà, le groupe La Poste, c'est la proximité, c'est aussi la confiance, hein, et donc ce sont des enjeux qu'on a revus dans votre présentation autour des questions de data. Donc il était complètement légitime et logique que La Poste s'en empare. C'est aussi le cas parce que la donnée, en fait, on embrasse aussi beaucoup par les flux de nos facteurs, par les flux dans nos bureaux de poste, ou encore par l'ensemble des services numériques qu'on produit. Et puis, eh bien, avec notre actionnaire, la Caisse des dépôts, comme on a finalement le même ADN, être utile aux plus nombreux, au territoire, partout en France, il était logique qu'on s'associe avec la Caisse pour pouvoir faire ce travail de cette première note de conjoncture 2022 sur les tendances de l'IA, de la data et du numérique, pour aussi cette création de valeur commune vers les territoires. Oui, même question. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a, comme l'a rappelé Agnès, on a un ADN commun qui est celui d'accompagner l'ensemble de nos territoires, et on a un deuxième ADN commun qui est de chercher à innover en permanence sur cet accompagnement. Et la data, évidemment, est au cœur de cette innovation. Nous, à la Banque des Territoires, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. Ça fait environ 7 ans qu'on a un programme en interne et en externe pour nos clients qui est dédié à ces thématiques de la donnée, de la Smart City et plus globalement de l'innovation territoriale, parce qu'en fait, tout cela vise à renforcer la capacité d'innovation sur les territoires. Donc on publie régulièrement des guides et des études comme celle, évidemment, ce matin que vous allez tous trouver et qu'on est ravis de faire avec La Poste. Des guides, j'en citerai 2 qui ont été particulièrement marquants au cours des derniers mois. Le premier sur la gouvernance des données. On a vu, Jacques, tu nous l'as dit, que c'était un enjeu extrêmement important, avec notamment des clausiers qui sont dans ce guide de manière extrêmement opérationnelle. Hein. Je crois que 50% des collectivités aujourd'hui, ce que tu nous as dit, utilisent des clauses, 50% donc n'utilisent pas. Donc je vous invite tous à consulter ce guide-là. D'autres guides sur les jumeaux numériques. On a également, au-delà des études, beaucoup d'expérimentations que nous menons dans le cadre des programmes pilotés par l'État, notamment par la NCT, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, et puis via des appels à manifestation d'intérêt que nous menons avec Open Data France, par exemple, sur les sujets du commerce, du stationnement ou de la transition écologique. Et puis, la Banque des Territoires, c'est également un investisseur, et un investisseur qui n'investit pas que dans des infrastructures, pas que dans du haut débit, mais également dans des startups. Donc, on a plusieurs startups qui sont dans le domaine de la donnée, et aujourd'hui, dans lequel nous avons des participations. J'en citerai 2, Dawex et Open Data Soft. Voilà. Donc, plus globalement, l'ensemble de ces actions sont là pour que en résonance et en convergence avec nos partenaires de La Poste, on puisse faire accélérer les territoires sur ces enjeux de données et vous inciter, vous tous qui nous écoutez, à sauter le pas, ou en tout cas aller plus loin sur cette dimension qui nous paraît extrêmement importante pour l'innovation. Merci. Alors, il s'agit d'une note de conjoncture. Donc, par définition, il y a un certain nombre de descriptions, il y a du contenu. Vous l'avez dit, vous avez également pris appui sur quelques-uns des enseignements de l'enquête de l'Observatoire Data Publica. Mais ça n'est pas qu'un document de description. C'est un document avec beaucoup d'éléments factuels. C'est la note de conjoncture 2022. Mais aussi un document dans lequel il y a un certain nombre de messages clés que la Banque des Territoires et le groupe La Poste souhaitent faire passer au monde territorial. Benoît.
Oui, alors pour ma part, j'ai 3 messages clés que je retiens de cette note. Le premier, et que j'aimerais vous passer ce matin, le premier, c'est que les données ne doivent pas être vues uniquement comme une contrainte. On a parlé de l'open data, on a parlé du RGPD. Ce sont quand même des sujets réglementaires qui sont souvent vus comme des contraintes. Nous, on a la conviction que les données sont un patrimoine, et un patrimoine actif, pas un patrimoine passif, donc un patrimoine qui peut rapporter en termes d'innovation, en termes de création de valeur, évidemment pour améliorer la qualité de vie et les services aux citoyens, évidemment pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et donc, le premier message clé, patrimoine, il faut s'en emparer, il faut le monitorer, il faut veiller à progresser sur le management et la gouvernance de la donnée. Ça nous paraît un point essentiel. Deuxième message clé, c'est que la donnée, aujourd'hui, elle peut aider à accélérer et à trouver des solutions innovantes autour du défi que nous avons tous, qui est celui de la transition, de la transformation écologique. Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont répertoriés dans le document et sur lesquels nous pouvons faire des retours d'expérience qui montrent que les données sont au service finalement de cette révolution de la transformation écologique, que ce soit pour identifier les îlots de chaleur urbains, que ce soit pour régler les sujets de pollution lumineuse, d'éclairage intelligent, de pilotage énergétique des bâtiments publics, d'impact, par exemple, du recul du trait de côte. Tous ces sujets-là, les données permettent d'avoir des réponses encore plus adaptées sur les territoires. Et donc, c'est notre deuxième conviction, c'est que les données sont au service de cette transformation écologique. Troisième conviction, c'est que la cybersécurité est un élément important. On l'a, comme tu le rappelais tout à l'heure, Jacques, l'actualité nous le rappelle régulièrement. 90% des collectivités se considèrent, et je pense à juste titre, à risque, et que ça doit être finalement une action permanente que de se renforcer sur ces domaines-là. Alors, on pense généralement en cybersécurité avec un volet plus technique, plus système d'information, mesures de protection. Moi, je crois beaucoup au fait que ces sujets de cybersécurité, ils commencent par des actions assez faciles, notamment des actions de formation de tous à chacun, de tous les agents. C'est pas l'affaire uniquement des spécialistes IT, c'est l'affaire de tous ceux qui travaillent dans les collectivités. Donc c'est vraiment pour moi, c'est ces 3 messages clés que je voulais vous passer ce matin, vous partager ce matin, qui pour moi sont absolument clés dans notre note de conjoncture. Agnès. Alors, comme vient de le dire Benoît, en fait, le premier message, c'est que, en tout cas, la data, c'est l'affaire de tous. Et avec cette première note de conjoncture, ce qu'on aimerait dire, et notre point de conviction, c'est qu'en tout cas, on aimerait que les élus et puis les responsables administratifs territoriaux s'en emparent pour pouvoir accompagner des politiques publiques et pouvoir avoir des outils d'aide à la décision à partir de la data. On a, par exemple, on a construit cette note avec des partenaires. On a le maire de Barentin, par exemple, qui nous explique que pour pouvoir mener une smart city, en fait, une ville intelligente, eh bien, il a certes besoin qu'elle soit numérique, mais il a besoin aujourd'hui qu'elle soit green, c'est-à-dire qu'elle soit verte et qu'elle soit grey, c'est-à-dire qu'elle soit adaptée, cette politique, aux personnes vieillissantes ou âgées. Ça peut vouloir dire, quand on traverse la rue, on a moins de mobilité, et donc sur la vitesse de défilement des feux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, pour mener une politique de ville intelligente, on a besoin d'avoir ces données et de savoir adapter cette ville intelligente au green et au grey. Un autre exemple d'usage, parce qu'en fait ça signifie que notre autre conviction, c'est qu'il faut faire des cas d'usage et il faut que les élus s'en emparent, ainsi que les responsables territoriaux. Eh bien, ça peut être de mettre des capteurs sur des bâtiments pour pouvoir maîtriser davantage les consommations d'énergie. Et on aura aussi des exemples de partenaires qui ont fait cette démarche-là. Donc des cas d'usage simples qui permettent de s'emparer des questions de data et au fur et à mesure de s'approprier ces questions sur des politiques publiques. Merci à tous les deux. Je vais redonner la parole à Jeanne pour la suite de cette session au Hub des territoires. Merci beaucoup.
Et du coup, sur le terrain, sur les territoires, comment tout ça se passe concrètement? On le sait, les retours d'expérience sont toujours très, très appréciés en table ronde. Et donc, nous accueillons à présent Nathalie Gosselin, présidente de Réseau Ville et maire adjointe au numérique, à la politique de la ville et au conseil citoyen de La Roche-sur-Yon. N'hésitez pas à vous asseoir, Nathalie. Yann Huomé, vice-président au numérique de Rennes Métropole et maire de Saint-Sulpice-la-Forêt. Donc... Et enfin, pour animer cette table ronde, Romain Mazon, rédacteur en chef de la Gazette des communes. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Vous êtes là en effet pour mettre des mots derrière les chiffres que Jacques Priol a présentés tout à l'heure. Vous avez une certaine expertise de la data dans vos collectivités respectives, avec des particularités territoriales qui montrent bien la diversité de la manière dont la data peut être appréhendée par les collectivités. Et pour faire le lien avec les résultats présentés par Jacques Priol tout à l'heure, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a frappé dans les résultats de l'étude? En quoi vous vous reconnaissez ou pas dans les réponses qui ont été apportées par vous-même? Si vous avez répondu à l'étude, vous l'avez fait au moins, je sais, Nathalie Gosselin. Est-ce que ça vous parle, cette étude? Oui, donc effectivement... Ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Hein. C'est bon, là, ça marche. Merci. Alors, je suis agréablement surprise parce qu'effectivement, il y a quand même, on voit qu'il y a une préoccupation puisqu'il y a un taux de réponse qui est quand même important, même des petites communes qui ne sont pas vraiment dans la démarche, mais je pense que c'est une préoccupation de tous, que ce soit les plus petites communes aux plus grandes métropoles. Donc évidemment, les métropoles, elles sont bien engagées, on voit bien les résultats sont criants, mais les EPCI aussi sont bien présentes et je pense qu'effectivement, alors là, je parle effectivement par rapport à La Roche-sur-Yon agglomération, mais les EPCI vont jouer un rôle important dans la mise en place des datas par rapport aux petites communes. Et ça ressort, on voit bien qu'il y a un besoin criant. Alors on reviendra spécifiquement sur ce sujet d'ailleurs tout à l'heure. Yann Huomé, vous, alors vous êtes vice-président à Rennes Métropole, mais vous êtes aussi maire d'une toute petite commune, Saint-Sulpice-la-Forêt. Est-ce que vous vous reconnaissez avec vos deux casquettes dans les résultats de l'étude? C'était toute la qualité et l'avantage de l'étude qui a été faite. C'est-à-dire qu'on peut s'y retrouver quand on est vice-président à l'échelle d'une métropole, où on voit bien qu'effectivement, comme il a été dit, les questions de moyens sont présents et les politiques publiques autour de la data sont traitées avec d'une certaine maturité suivant les territoires, mais que pour les communes de moins de 3500 habitants, on pourra même dire, si on va dans les communes de moins de 1000 habitants, le sujet de la data, soit il n'existe même pas, il n'est même pas connu en termes de sujet, soit effectivement la capacité de temps, d'ingénierie, de moyens à dédier pour le faire est inexistant. Donc je rejoins les propos en disant qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la mutualisation, mais on y reviendra tout à l'heure. Et peut-être deuxième point, sur la question du fait marquant, c'est de se dire la place des citoyens, comment on les associe dans ce sujet-là. Et donc on a parlé de charte éthique, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Je pense qu'il y a un vrai sujet de comment nos territoires, demain, si ça devient une politique publique à part entière, on implique, on trouve de la place aux citoyens dans la définition des grandes lignes politiques autour de la data. Vous faites référence notamment aux questions de charte éthique qui ont pu être adoptées par certaines collectivités et qui créent ce contrat entre l'autorité publique et les citoyens. Oui, absolument, et on le voit sur Rennes Métropole, on traite en fait plusieurs sujets data depuis un certain nombre d'années, dont un projet là qui s'appelle le projet Rudy. On travaille spécifiquement actuellement sur, on est à 9 mois de la fin de 3 ans de projet, sur la question de la gouvernance, et on voit bien que la question de la charte éthique, que la question de la gouvernance, de l'éthique de la donnée va être un sujet qu'il va falloir traiter pour définir le cadre de la gouvernance de la donnée, que ça soit la question de la donnée, la gouvernance au sens du consortium des acteurs, la gouvernance de l'outil, ou la gouvernance en termes d'éthique. Donc on a 3 niveaux de gouvernance qui sont différents, mais sur lesquels il faudra agir. Ok. Alors, dans l'étude, il y a une des réponses qui, personnellement, m'a surprise. Quand on a demandé quels étaient les champs d'usage de la donnée les plus pertinents, les répondants ont mis l'administration. Donc le fait que l'administration en interne soit capable de travailler avec les données. Est-ce que cette position de l'administration en tête des champs d'usage vous parle, vous correspond, et plus largement sur ce classement, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous vous retrouvez également là-dedans?
Alors oui et non, tout simplement parce que La Roche-sur-Yon, c'est 50 000 habitants. Hein. L'agglomération 100 000 avec 13 petites communes, dont certaines à 700 habitants. C'est juste pour recadrer. Aujourd'hui, nous, on a commencé à faire l'ouverture de l'open data en 2016. On a rejoint la plateforme régionale Pays de la Loire. Et donc, on a généré à chaque fois ces données. Alors après, ce n'est pas des données, surtout sur la mobilité, des choses comme ça. Maintenant, là, le plus gros des travaux, c'est le travail avec l'administration, justement, avec nos agents. Parce que de la donnée, on s'est aperçu qu'on avait des données qui étaient x4, x5, des doublons, des triplons, etc. Donc il a déjà fallu faire le ménage. Là, on parle d'économie au niveau de nos serveurs, et c'est une réelle économie. Et il a fallu aussi acculturer tout simplement nos agents, parce que de la donnée, il faut qu'elle soit propre, bien traitée, bien nommée surtout. Donc ça, c'est le gros travail qu'on fait encore en interne. Parce que c'est vraiment très compliqué d'emmener aussi les agents, les élus, faire comprendre les enjeux de la data. Donc là, ça y est, tout le monde a compris. Le RGPD aussi est passé par là, donc il a fallu travailler effectivement sur les nommages et puis les fichiers. Donc on avait commencé ce travail-là, mais c'est long. On a des services qui sont très éloignés du numérique en règle générale, mais par contre, ils sont directement au cœur de l'info, puisqu'ils sont sur la voirie, ils sont sur les choses comme ça, qui génèrent énormément de données. Donc il faut arriver effectivement à faire un jeu d'équilibriste avec ces agents, pour les emmener dans la démarche et puis voir. Ensuite, on va commencer à établir. On a des objets connectés qui ont été installés. Alors en fait, quand je vois les résultats, c'est surtout je me dis qu'on n'a pas de stratégie. En fait, c'est ça. On a fait beaucoup de choses, mais je ne vois pas ma stratégie claire. Donc ça a été un peu flagrant quand j'ai lu les réponses. Donc voilà, il nous manque une stratégie claire. On a fait des choses, mais en même temps, on y va pas à pas parce que j'ai un service d'une quinzaine de personnes au niveau de la DSI. J'ai de la chance d'avoir un DSI qui est très moteur. On a recruté un chef de projet de la data. Alors, pas un data scientist, parce que, et de une, j'ai pas les moyens, et de deux, personne n'a répondu à l'annonce. Donc comme ça, c'était clair. Donc là, voilà, on est en train de recruter quelqu'un d'autre parce qu'il part faire un tour du monde. Donc bon, ça, c'est le petit détail. Mais c'est très sympa, je suis très contente pour lui. Mais vous avez pu recruter quelqu'un. Oui. Et c'est déjà pas mal. C'est en cours, là. Et, oui, et on a peut-être quelqu'un qui est super, qui vient d'ASIG. Donc c'est super. Donc non, on est ravis. Mais voilà, on a besoin de cette personne-là pour, finalement, elle fait de l'acculturation. Elle va aller dans les communes pour expliquer un petit peu comment on va... Parce qu'on est en pleine mutualisation aussi au niveau de la DSI et des communes de l'agglo. Donc... nous, on est sur ce travail-là, en fait. Et là, j'ai repéré, on fait la mapping un peu de tous les objets connectés qu'on a pu placer. Et pour l'instant, on n'en est pas du tout. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir qu'on mette tout bien à plat, déjà, et puis établir une stratégie. Mais on a un plan de gestion de la donnée qu'on a mis en place, justement, et qu'on espère intégrer dans notre charte informatique globale. Très bien, merci. Yann Huomé, même question pour vous. Alors, on se dit qu'à Rennes Métropole, l'administration en elle-même ne se pose plus forcément la question d'utiliser la donnée et de se la mettre à disposition parce que vous avez déjà fait ça. Est-ce que c'est le cas? Alors, effectivement, on dit souvent qu'à Rennes Métropole, on a une certaine maturité sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a fini de traiter le sujet. Je pense que d'ailleurs, le sujet, il continuera d'exister tant que la donnée existera. Là où on en est aujourd'hui, c'est plutôt de se dire à quoi elle doit servir. Et donc le temps sur lequel nous sommes, c'est de repolitiser la question de la donnée au sens propre du terme, c'est-à-dire de quelles données avons-nous besoin pour quelle politique publique. Et donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des enjeux de transition écologique, des enjeux sociaux, des enjeux énergétiques, et que la donnée doit être un outil supplémentaire à nos politiques publiques. Et donc on travaille aujourd'hui à définir des cas d'usage, en tout cas à définir des lignes de conduite politique dans lesquelles la donnée a une part dans la réponse qu'on peut y apporter, et donc de structurer derrière, d'industrialiser un petit peu les éléments pour que cette donnée-là, elle nous serve à rendre compte, c'était tout à l'heure dans les éléments de présentation qui ont été faits par Jacques, il y a des enjeux de transparence, il y a des enjeux de replacer le citoyen, de replacer les politiques publiques. Nous, on pense qu'effectivement, la donnée en termes de transparence de politique publique, c'est intéressant, les enjeux de transition aussi. Alors la donnée, elle peut être, on va dire, il y a des questions sur les coûts énergétiques et les matériaux utilisés pour traiter en fait tous ces enjeux digitaux, mais dans le même temps, on a aussi des enjeux autour de la donnée comme un outil de transformation. Donc on gère ce paradoxe-là. Et deuxième paradoxe, parce que je le trouve qu'il est intéressant, on pose l'administration en premier, mais dans le même temps, sur d'autres études, pour s'appuyer dessus, on voit bien que le défenseur des droits, il dit que quand même 40% des gens ne sont pas à l'aise avec la e-administration et 17% des citoyens sont en situation d'électronisme.
Donc on voit bien que ceux qui ont travaillé, comme peut-être la métropole, à de la digitalisation, la dématérialisation, on est aujourd'hui plutôt dans une situation de, si c'est pas de freinage, en tout cas d'autocritique ou d'auto-évaluation de nos politiques publiques, pour dire à quel endroit on se dit qu'on a assez fait et que finalement aujourd'hui le sujet n'est plus de la dématérialisation, mais c'est de l'accompagnement, de remettre du service public, du présentiel pour accompagner les personnes qui ne passeront pas par l'outil numérique. Et puis à quel endroit effectivement, on a, comme à La Roche-sur-Yon, des enjeux encore de remettre l'ensemble des acteurs et des services sur le sujet. Ok. Alors Nathalie Gosselin, quel type de données vous utilisez concrètement aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, et quand je vous pose cette question, je pense aussi aux difficultés que vous pouvez rencontrer à vous saisir de certains jeux ou types de données en termes de propriété de la donnée, de format, de récupération de données qui sont à vous mais logées dans des logiciels qui ne sont pas à vous. Voilà, comment ça se résout à La Roche-sur-Yon, ces questions-là? Alors les cas d'usage, pour l'instant, on a développé une application mobile avec la RATP qui gère nos transports, et on a mis en place justement toutes les données de transport, qui, quoi, comment, les horaires, etc. Donc ça, c'est utilisé. On a aussi récupéré tout ce qui était capteur sur les bennes, les déchets, etc. Donc ça, on arrive à peu près à gérer. Tout ce qui était parking, stationnement. Donc ça, on a eu des mauvaises surprises, des histoires un peu drôles, on s'est un petit peu trompé, mais bon, c'est pas grave, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, moi, finalement, j'ai mes agents qui m'ont dit « Non, mais c'est bien gentil, votre truc, moi, je vous aurais sorti un tableau Excel, je les avais, les réponses. » Je dis bon, ok. Donc là, voilà, mauvais usage de la donnée. Alors que vous essayez de les sortir d'une base de données. C'est ça, j'étais pleine d'espoir, et en fait, c'est des données qu'on avait déjà sur des tableaux Excel correctement faits. Donc voilà, ça, ce sont les petits ratés, mais c'est brave, ça permet d'apprendre. Et ensuite, l'autre question, vous m'avez dit. Les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'utilisation des différentes sortes de données. Tout à fait. Et puis ensuite, alors par rapport, alors effectivement, on a plus de 130 logiciels métiers au niveau de la ville et de l'agglomération. Pour les 3/4, donc tout est hébergé chez nous, donc on représente les 80 et quelques %. Tout est stocké chez nous. Et de plus en plus, alors je pense que ça c'est le problème de toutes les collectivités, enfin le problème. C'est ce qu'il y a eu comme changement récemment. On est passé, il y a beaucoup de logiciels qui sont passés en mode SaaS complètement. Et là, j'ai plus mes bases de données chez moi. Hein, tout est chez l'éditeur. Et alors, au niveau au niveau des contrats et des appels d'offres, on ne met pas de clause particulière. On reprend la clause de l'éditeur. Et on a eu des surprises, effectivement, parce que tout simplement, les jeux de données, alors ils nous disent non, vous avez accès à vos bases de données, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on récupère les données, elles sont difficilement exploitables. Parce que moi, je n'ai pas de data scientist en interne. Ou alors, il n'y a pas d'API, justement, pour pouvoir les récupérer. Donc, il faut que je refasse un chèque à chaque fois. Voilà. Donc ça me chagrine un peu. C'est une vraie préoccupation. Je pense qu'on va essayer de se faire accompagner là-dessus, ne serait-ce que pour les appels à projets. Il va falloir que je mette peut-être des clauses particulières, faire des demandes particulières, parce qu'aujourd'hui, on le subit. Et puis, on s'aperçoit bien que les données, elles nous échappent quand même, parce qu'elles sont difficilement récupérables. Donc ça, oui, ça me... Et est-ce que vos agents, alors vous nous avez dit que vous aviez engagé tout un plan de formation et d'acculturation, à quel niveau vous évaluez aujourd'hui cette acculturation de vos agents ? Est-ce que 70% des agents sont à l'aise avec l'appréhension des données, sont capables de bien les saisir, par exemple, avant même de les utiliser? Non, alors, je ne saurais pas quantifier, mais je sais que c'est un suivi de tous les jours. Alors, on a beaucoup sensibilisé les directeurs et responsables de services, mais on leur a bien expliqué, effectivement, le bien nommé, puis aussi pour tout l'archivage. Est-ce que cette donnée, elle est confidentielle, la date, etc. Et puis après, il y a la durée de vie de la donnée, et tout ça, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un plan de gestion de la donnée, pouvoir les sensibiliser, leur expliquer aussi le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière, comprendre nos comportements, et puis bien leur expliquer ce qu'on va pouvoir faire ensuite par rapport, que ce soit de la voirie ou du social, etc. Donc il y a aussi leur faire comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on va faire de ces données, qu'est-ce que ça va apporter, en quoi ça va aider à la décision en fait et à la gestion de tous les jours au niveau de la ville. Donc il y a toute cette... mais c'est tous les jours, hein.
Et puis les élus aussi. Les élus, c'est un grand sujet. Mais c'est pareil, voilà, il faut acculturer tout le monde. Mais je pense que la préoccupation et puis la prise de conscience, elle est un peu générale. Là, tout le monde a bien compris que la donnée, c'est important et c'est déterminant. Sauf que c'est très technique. Enfin, ça paraît très technique, alors que ça n'est pas tant que ça. Il suffit de bien l'expliquer et puis de démocratiser un peu le sujet, quoi. Ok. Yann Huomé, même question. Pour Rennes Métropole, j'imagine que vous utilisez un volant de données encore plus étendu que ce que peut utiliser La Roche-sur-Yon. Quelles difficultés vous rencontrez, sur quel chantier vous travaillez pour que cet usage soit fluide? Pour que cet usage soit fluide, c'est la fin de la question qu'il ne fallait pas poser. Bon, on peut replacer aussi effectivement 450 000 habitants, 43 communes. Donc du coup, effectivement, on a des questions de passage à l'échelle qui se posent. Sur la question de quel type de données, peut-être pour répondre à cette question-là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Donc tant qu'on n'a pas défini l'usage, grosso modo, on ne sait pas de quelles données on a besoin. Donc ça, c'est la première chose. On a un vrai travail aujourd'hui, comme il a été dit tout juste maintenant, d'embarquer en fait l'ensemble des services. Chaque service étant producteur et consommateur de données. Donc on a un enjeu autour de ça, autour de la formation. Donc on a mis en place une stratégie du numérique responsable en mars dernier, dans lequel on a intégré la question de la formation des agents et la formation des élus comme on va dire un facteur essentiel sur les enjeux autour de la donnée. On a évidemment un enjeu interne de structuration, d'industrialisation de la gestion de la donnée. C'est-à-dire qu'on a, depuis 2010, on a fait de l'open data, on a fait plein de projets très différents, du jumeau numérique. On a fait un réseau LoRa avec aujourd'hui un enjeu autour de l'énergie pour faire de la télémesure énergétique des bâtiments à Saint-Sulpice-la-Forêt, mais là aujourd'hui qu'on veut éteindre sur une vingtaine de communes sur la métropole. Et en fait, tous ces passages... Avec des tas d'objets connectés. Avec des capteurs qui permettent de remonter de la température, de la consommation de compteurs d'eau, d'électricité, de photovoltaïque, etc. Donc qui nous permettent de mieux comprendre nos territoires. On a un jumeau numérique qui permet de matérialiser, de visualiser les transformations du territoire ou sur les enjeux de mobilité également, la mobilité étant un gros pourvoyeur de données. Et en fait, la question aujourd'hui, elle est plutôt à cette forme d'industrialisation. C'est comment on fait pour structurer cette gouvernance de la donnée à des échelles qui commencent à être beaucoup plus grandes et sur lesquelles, si on fait référence à l'étude dont parlait Jacques tout à l'heure sur y a-t-il un modèle français de Smart Cities, c'est la question du modèle incrémental. C'est-à-dire que nous, on a fait par projet. Donc, on a fait des concepts, des expérimentations les unes après les autres qu'on a enchaînées comme ça depuis une vingtaine d'années. Et là, la question aujourd'hui, c'est de dire il faut rassembler l'ensemble de ces projets-là. Et ce rassemblement-là, il nécessite d'industrialiser, de structurer, de regarder ce qui fonctionne et dysfonctionne. Et l'obstacle, pour moi, il est peut-être aujourd'hui de passer l'expérimentation au passage à l'échelle. D'accord. Est-ce que vous avez à peu près résolu la question de la qualité de la donnée créée par vos propres services ? Je fais référence à ce que disait Nathalie Gosselin sur le fait que les agents eux-mêmes sont producteurs de données et tant qu'ils ne savent pas que c'est un sujet important, il n'y a pas de raison que collectivement il y ait une grande attention portée sur cette dimension qui est pourtant la clé de base. Je vais donner des espoirs quand même. C'est-à-dire que si on s'en occupant depuis pas mal d'années, on arrive aujourd'hui à avoir effectivement quand même un état de l'art sur la qualité de la donnée sur la métropole de Rennes qui est plutôt de bonne qualité, qui est plutôt structuré. On a un gros SIG, on a des services qui traitent ce sujet-là depuis pas mal d'années. On en parlait tout à l'heure sur les fameux contrats qu'on peut avoir avec des délégataires ou on va dire les partenaires satellites qui sont autour de nos collectivités territoriales. On a ces éléments-là qui sont explicitement aujourd'hui intégrés dans les contrats. Donc on a une qualité, effectivement. Mais ça prend pas, je le dis, ça prend 20 ans, ça prend pas 2 jours. Donc par contre, si on se le met à l'agenda, si ce travail-là il est fait, cette qualité peut être au rendez-vous. Donc on a ces données, reste le sujet quand même aujourd'hui de se dire qu'en fait-on et comment la partage-t-on, qui sera peut-être la dernière question, mais après il y a l'enjeu derrière de comment on la partage, comment on la mutualise et comment on la coordonne avec d'autres acteurs. Absolument. Je voudrais juste vous interroger sur la question de ces logiciels métiers. Donc 130 à La Roche-sur-Yon, vous devez... 260. Est-ce que vous avez réglé, avec l'ensemble des éditeurs qui vous fournissent, la question de la mise à disposition de ces données qui naissent dans leur logiciel ? Ça se serait, hein.
Est-ce qu'on les a? Non, bien sûr qu'on les a pas réglés. Par contre, c'est vraiment mis à l'agenda aujourd'hui. On a, quand on parlait d'industrialisation, par exemple, on a tout la crise sanitaire. La crise sanitaire et aujourd'hui la crise énergétique nous faisons accélérer sur un certain nombre de sujets. Il y a un enjeu aujourd'hui, par exemple, de travailler avec les industriels des solutions de pilotage de chauffage, par exemple, de l'ensemble des bâtiments. Ville de Rennes, Rennes Métropole, c'est plus de 1200 bâtiments. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on arrive à... Donc, on a des solutions métiers qui se sont installées par l'effet de l'histoire et par l'effet des marchés publics qui se sont... on n'a pas tout construit en même temps. Les technologies évoluant aussi au fur et à mesure des années. Donc il y a un enjeu derrière de dire est-ce que demain on peut travailler à une forme d'interopérabilité des solutions de chauffage pour avoir une maîtrise. Et le mot de souveraineté a été présenté ce matin dans la présentation. On pense qu'on peut avoir demain une souveraineté de pilotage énergétique de nos bâtiments et ça passera effectivement par ces enjeux d'interopérabilité. Donc là pareil, la même chose que la data, c'est pas impossible. Faut que politiquement ça soit porté, il faut que techniquement on ait les moyens de le faire et après il faut que le temps, c'était un des sujets qui étaient présentés tout à l'heure, le temps fasse l'affaire et je pense qu'il faut mettre le sujet sur le métier et avancer avec. Ok. Alors, vous avez déjà tous les deux mentionné le sujet de la taille des collectivités comme étant un peu une condition d'appropriation des enjeux de la data. On sait bien que les plus petites auront énormément de mal à appréhender les sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mutualiser? Si on mutualise, c'est à quel niveau? EPCI, département? Est-ce qu'il faut qu'un pilote soit désigné à un échelon territorial, la région par exemple? Je commence par vous, Yann Huomé. Je suis le parfait exemple du maire qui, d'une commune de 1500 habitants, démontrait qu'on pouvait faire des choses aussi intéressantes qu'à Singapour, Shanghai ou Paris. Donc c'est pas la taille qui définit la qualité. Je pense même que les petites collectivités ont des tailles très intéressantes pour faire des expérimentations et regarder pour définir des cas d'usage parce qu'on est très proche du terrain et de la donnée, c'est la donnée de terrain. Donc plus on s'éloigne du terrain, plus c'est compliqué. Et qu'il faut incorporer l'ensemble des agents, on disait tout à l'heure. Donc je pense que la taille de la commune, elle est significative dans les deux, à des niveaux différents. Ensuite, est-ce qu'il faut transférer des compétences? Est-ce qu'il faut un chef de file? Je pense plutôt qu'on a à se dire que c'est un sujet commun sur lequel il faut qu'on travaille collectivement et que peut-être par territoire, parce qu'on n'a pas les mêmes territoires. Moi, j'ai discuté avec Bourgogne-Franche-Comté, je n'ai pas l'impression que quand je parle de la Bretagne et de la Bourgogne-Franche-Comté, on ait tout à fait les mêmes réalités territoriales. Donc du coup, il faut qu'on arrive collectivement, je pense que c'est là qu'est l'enjeu, de mutualiser, de coopérer nos politiques publiques entre... départements, régions, métropoles, et je pense aussi à des GIP sur lesquels aujourd'hui nous on se rapproche. Je prends l'exemple du SIB sur Rennes Métropole ou de Equitia, en se disant qu'on a des enjeux de passage à l'échelle et sur lesquels peut-être l'échelle nationale. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde l'ensemble de ces strates, à quel endroit la préfiguration de gestion dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée et de bonne hauteur sur le tiers de confiance, on va plutôt aller chercher quelque chose de l'extérieur. On parlait des data scientists, peut-être que les data scientists, effectivement, c'est des échelles nationales. Alors je rejoins, même quand on est une métropole comme Rennes, on n'a pas les moyens de s'en payer un, donc du coup, allons regarder à d'autres échelles. Et puis à la région, elle fait déjà des choses, donc appuyons-nous aussi sur ce qui existe déjà. Moi, je pense que je suis pour une forme de frugalité de l'argent public. Donc on a fait plein d'expérimentations dans tous les sens. Regardons ce qui a fonctionné et comment on peut partager nos expériences. Et peut-être, parce qu'on est à la Banque des Territoires, que c'est peut-être le moment de le dire, et regardons aussi dans les appels à projets si on peut créer plutôt des clauses de coopération, plutôt que des clauses de compétition. Mais ça, c'est mon petit point de vue personnel. Parce que c'est compliqué de faire la mutualisation avec des enjeux de compétition entre territoires. Donc je pense que c'est peut-être un sujet, un paradoxe dans lequel peut-être aujourd'hui on pourrait travailler. Ok. Nathalie Gosselin, est-ce qu'il faut mutualiser, désigner un pilote? Comment les petites collectivités, les plus petites d'entre elles, peuvent être embarquées? Alors nous, au niveau de La Roche-sur-Yon agglomération, on a choisi la mutualisation de la DCI, la DSI avec les communes de l'agglo. Mais je vous rejoins là sur le sujet aussi départemental. Le département de la Vendée est en train de mettre en place ce qu'on appelle le Vendée Connect pour essayer justement, il a rassemblé toutes les EPCI pour voir comment on pouvait fonctionner tous ensemble et mutualiser. Et surtout au niveau du schéma de la donnée, alors nous on a des GIP, donc c'est Vendée Numérique qui gère le déploiement de la fibre, et maintenant la fibre est quasi installée, sauf à La Roche-sur-Yon, bref, ça c'est autre chose, c'est un sujet qui fâche. Et donc du coup, là Vendée Numérique va passer sur les usages.
Et effectivement, la donnée, c'est un vrai sujet. On a la chance aussi d'avoir Géo-Vendée, qui gère toute cartographie. Les jumeaux numériques, on est en train de travailler dessus, mais aussi les implantations de panneaux solaires avec des outils qui permettent de mesurer les inclinaisons les plus favorables, etc. Donc on travaille un peu là-dessus. Donc c'est intéressant. Et puis ce qui est passionnant, c'est d'emmener aussi un peu tout le monde, parce que ça a un côté un peu galvanisant. Et puis on emmène aussi ceux qui sont éloignés. Les autres tirent tout le monde vers le haut. Donc je pense que voilà, la mutualisation, ça a vraiment beaucoup de bons côtés. Et puis surtout, économiser de l'argent. Ça, c'est clair. Ça, je vous rejoins là-dessus. Là, La Roche-sur-Yon, on va être pilote pour la Vendée, pour justement suivre et comprendre les consommations d'énergie. Donc, on va mettre des capteurs sur nos bâtiments, donc tout ce qui est bâtiments sportifs, mais aussi les écoles. On a des bâtiments vieillissants, certains qui datent des années 70. Donc, autant vous dire que voilà, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais on sait que ça nous coûte cher. Donc, voilà, on va travailler sur ces capteurs-là et peut-être, pourquoi pas, des réseaux LoRa qui vont être installés sur la Vendée avec des objets connectés, mais le tout mutualisé. Mais clairement, on ne peut pas faire ça tout seul. Ça n'a pas de sens en plus. Ok. Alors, dernière question, parce que le temps qui nous est imparti file. On voit que les seules données publiques ne permettent pas de construire des politiques publiques. Et donc, vous avez besoin, dans un certain nombre de cas, de vous alimenter à d'autres sources. Pour commencer avec vous à La Roche-sur-Yon et puis peut-être aussi avec votre casquette de présidente de Réseauville, sur quel type de sujet travaillez-vous à La Roche-sur-Yon? Est-ce que vous pouvez travailler sur des sujets d'agrégation de données de sources diverses? Et puis sur le sujet spécifique de la politique de la ville, si vous pouvez nous dire un petit mot de ce que vous avez fait avec Réseauville. Oui, tout à fait. Là, clairement, oui, on est en plein dans l'énergie, les consommations. Là, c'est le sujet. On a tout arrêté, on ne fait plus que ça. Donc effectivement, là, la donnée, c'est là où je peux amener la donnée un peu sur le tapis et dire, si, voilà, on peut faire des choses. Et là, pour le coup, ça va être intéressant. Donc c'est un moyen aussi, voilà. Donc c'est assez intéressant. Et là, tout le monde a les oreilles grandes ouvertes et on essaie d'aller dans ce sens-là. Pour revenir, alors effectivement, moi, je suis présidente de Réseauville, qui est une association région Pays de la Loire et Bretagne, qui est un centre de ressources pour tout ce qui est politique de la ville. Donc ils accompagnent les collectivités au niveau des quartiers prioritaires, des conseils citoyens. Et donc, il y a 3 ans maintenant, il y a une expérimentation qui a été menée avec Jacques, qui est ici, avec Civiteo, et Réseauville sur la data dans les quartiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la Smart City, on en a parlé tout à l'heure, les capteurs, etc. Mais c'est toujours quand même concentré sur le centre-ville, quoi qu'on en dise. Donc là, on a mis un pied, on a forcé un peu la porte et on a fait rentrer les quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Et j'espère que ça va perdurer et que ça va pouvoir devenir une évidence dans la future politique de la ville. Je regarde monsieur le maire. Et donc, voilà, cette expérimentation, elle a vraiment été révélatrice suite Covid. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, c'est beaucoup du terrain. Les quartiers prioritaires sont des gens qui sont quand même très éloignés, soit d'Internet ou même de la communication en général. Et finalement, le Covid est arrivé, on s'est retrouvé complètement aveugle sur ces quartiers. On ne pouvait plus s'y déplacer, on ne savait plus ce qui s'y passait. On l'a bien vu dans les distributions alimentaires, ça a baissé des 3/4. Donc les gens n'allaient plus aux distributions alimentaires, on n'avait plus de vue là-dessus. Et sorti Covid, les quartiers ont complètement changé. Je me suis retrouvée avec des quartiers où il y avait un maximum de personnes âgées, alors que ce n'était pas le cas. D'autres avec des familles monoparentales, mais qui avaient bondi de 10%. Donc tout ça, c'est des données qui étaient soit un peu anciennes. J'avais des données qui dataient de 2012. C'est compliqué de faire une politique avec ces données-là. Et Data et Quartier, justement, alors je ne dis pas que ça va répondre à 100%, mais ça permet... donc on a travaillé sur la mobilité, l'emploi et la santé. Et ça permettait effectivement de pouvoir affiner ces demandes. Quand on fait des financements en contrat de ville, par exemple, ça peut arriver qu'on soit un petit peu à côté de la plaque, justement. On va financer des choses pour les personnes âgées alors qu'on n'a que des familles avec des enfants. Je grossis un peu le trait, mais ça peut être ça. Et là, aujourd'hui, clairement, je pense que Data et Quartier... Alors, c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc, tout simplement pour partager cette expérience et qu'elle soit peut-être réutilisée et... Peut-être, alors avec ce souhait, je regarde personne dans la salle, mais que ça devienne
que ça devienne un petit peu, pas une obligation, mais une charte de conduite dans la future politique de la ville, parce que je pense que il y a énormément de données sur ces quartiers, et si on s'occupe des plus fragiles, on pourra s'occuper de tout le monde en partant des plus fragiles. Donc voilà, c'est une super expérience. Moi, on a vécu quelque chose de vraiment très intéressant, très enrichissant, et je remercie en même temps toute l'équipe de Réseauville et puis Jacques ici présent. En plus, ça a permis aussi à toute l'équipe qui était quand même très dans le social. Et c'est vrai que le social, on ne parle pas du numérique, on ne parle pas d'innovation pure, hein, comme là aujourd'hui, mais ça a permis à tout le monde de sortir de sa zone de confort, hein, et puis de se dire finalement, c'est pas si technique que ça. Quand on fait bien parler les données et qu'on s'adresse aux bonnes personnes, on a eu de bons partenaires, on arrive à avoir des informations intéressantes. Alors, je vous invite, vous pouvez télécharger le livre blanc sur le site internet de Réseauville. Et je vous invite à le lire. Il y a les ratés aussi. Il y a eu des petits ratés. Il y a des choses. Il se lit très très bien. Je vous le conseille. On va faire ça. Yann Huomé, à Rennes Métropole, vous travaillez sur une expérimentation de stratégie territoriale de la donnée. Vous pouvez nous en dire un mot? Qui invitez-vous dans cette stratégie? Mais pour faire le lien qui vient d'être dit sur les quartiers, c'est que la réussite d'un projet comme celui-ci, c'est la capacité de faire bouger le territoire et l'ensemble des acteurs pour, dans le jargon actuel, on pourrait dire d'un écosystème, et regarder comment chacun peut contribuer. Donc la stratégie territoriale de la donnée, elle se situe là. Donc elle se situe sur la capacité d'une collectivité territoriale, d'une métropole, en l'occurrence celle de Rennes, à mobiliser l'ensemble des acteurs, recherche, start-up, labos et entreprises, à œuvrer dans un sens commun et à regarder quels sont les engagements que chacun peut prendre à sa hauteur pour répondre à des enjeux d'équilibre social, à des enjeux de transition, à des enjeux d'aménagement, et à des enjeux de transparence. Donc voilà, pour moi, la stratégie, elle doit s'inscrire là-dessus. On a historiquement un certain nombre de projets aujourd'hui qui existent, mais on voit bien qu'on a besoin d'un chapeau. Donc on a commencé par une stratégie du numérique responsable qui a 6 socles aujourd'hui, qui reprend un peu les propos de ce matin. À l'intérieur de celle-ci, il y a la question de la donnée, donc on va mettre en place une stratégie territoriale de la donnée qui va du coup concerner et la métropole et l'ensemble de ses satellites et aussi l'ensemble du territoire. Et dans cette stratégie-là, évidemment, on gardera avec une veille le fait que l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des 43 communes et des acteurs économiques soient concernés dans ce virage-là. Et comment vous allez convaincre les acteurs économiques, des entreprises privées, de partager leurs données avec d'autres acteurs, peut-être certains concurrents? Qu'est-ce qui fait que une communauté d'intérêt peut se dégager? C'est quoi les leviers que vous utilisez pour ça? Le temps est revenu assez souvent ce matin. Là aussi du temps parce que c'est sur la métropole rennaise, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Donc on a eu des projets historiques qui ont inciter l'ensemble des acteurs à partager leurs données. On est aussi là je prends le projet RUDI, le service public métropolitain de la donnée, qui a prédéfini finalement les relations avec des grands opérateurs, GRDF, Enedis, etc. On a, mais aussi l'ensemble de start-up locales. On a aujourd'hui un appel à projet territoire TID, territoire intelligent et durable, sur lequel on monte un consortium, et on voit bien qu'on a une appétence des acteurs locaux qui eux aussi ont compris que finalement ils avaient besoin d'un partage de la donnée, avec un vrai sujet aujourd'hui qui est en réflexion et qui a été présenté ce matin dans la présentation de Jacques, c'est point d'interrogation sur les modèles économiques. Tant pour les entreprises, parce que si la donnée a une certaine valeur, qui définit la valeur? Est-ce que c'est sa transformation? Est-ce que c'est la source? Est-ce que c'est est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est celui qui la transforme? Donc ça, c'est les vraies réflexions. Donc on a travaillé sur ces éléments-là. Et je pense que dans l'idée de consortium, on a aussi la chance d'être sur un territoire où on est sur de la French Tech, où on a le pool qui est un incubateur de start-up. Et donc on va travailler avec les têtes de pont. On a des conventions qui existent avec des structures existantes. Donc l'idée, c'est pas de recréer des structures sur de la structure. On parle du millefeuille administratif, on est capable des fois de le simplifier. Donc se dire, regardons avec qui nous travaillons déjà, intégrons, comme on parlait des marchés tout à l'heure, intégrons cette dimension-là dans les conventions qu'on a déjà et regardons comment on peut faire ensemble. Et puis surtout, être dans un jeu de gagnant-gagnant.
Ok, je vous propose qu'on termine sur ces mots de gagnant-gagnant qui me font penser à un autre mot qui a été prononcé à peu près tout au long de la présentation de l'étude, qui était la confiance dans les autorités publiques pour gérer les données des Français et la confiance entre acteurs pour partager des données. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors que tous les intervenants ne partent pas, puisqu'on a un temps maintenant d'échange et de questions-réponses. Donc merci, c'était vraiment très intéressant et très inspirant pour nous. Alors du coup, dans la salle déjà, y a-t-il des questions ? Et est-ce que sur le chat, y a-t-il des questions également ? Je vois une main qui se lève sur le chat. Et au spot, pardon, Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez au spot. On vous entend très bien. Merci. On a une question au spot qui concerne les plus petites collectivités, notamment celles qui ne se sont pas encore lancées. D'après vous, par quoi elles devraient commencer ? Est-ce qu'elles devraient commencer par les questions de charte éthique, de dialogue avec les citoyens, de gouvernance, de souveraineté, ou directement se lancer vers les premières utilisations de la data ? Moi, je vais bien répondre. Bonjour monsieur. Déjà commencer, faut savoir que dans des toutes petites communes, souvent la secrétaire de mairie, c'est le DGS, c'est le DSI. Donc il va falloir aussi commencer par les accompagner techniquement, humainement. Ça, c'est la réalité du terrain, en fait, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de mutualisation, tout simplement pour leur amener les compétences, mais aussi humainement parlant, enfin le RH. Donc, bon, tant que ça, c'est pas réglé, j'ai envie de dire, ça va être compliqué d'aller vers la data, l'open data et plus, quoi. Oui, je pense que la première question à se poser, c'est quelles données j'ai sur étagère et qui me seraient immédiatement utiles pour moi, maire, et ma secrétaire de mairie, quoi. À partir de là, on regarde ce qu'on a sur étagère et on se dit, voilà, je vais essayer de commencer à trituiller et de voir qui pourrait mes partenaires pourraient m'aider, quoi. Mais vraiment se poser la question de base, qu'est-ce que j'ai déjà et comment c'est utile. Retour d'expérience, en fait on attaque tout de front. En tout cas, il faut que l'ensemble des sujets soient périmétrés en même temps. C'est là toute la difficulté. Alors, la question de trouver déjà un interlocuteur. Donc quand ce n'est pas des agents dans les petites collectivités, il faut trouver l'élu qui aurait une forme d'appétence. Alors il peut venir de la culture, il peut venir de l'urbanisme, il peut venir de n'importe quelle politique publique, mais il n'y a pas d'élu à la data dans chaque collectivité. Et enfin, quand je dis toute France, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'intercommunalité ou à l'échelle d'une métropole, on peut avoir la métropole qui s'occupe des questions de charte éthique, questions sur ces sujets-là et comment on intègre les communes. On peut mettre en place des réseaux, ce qu'on a mis à l'échelle de la métropole, un réseau d'échange des communes pour que chacun puisse rendre compte de son expérience et de sa réalité de terrain. Et puis enfin, peut-être un troisième niveau, c'est, moi j'aime bien quand même la question du cas pratique, du cas d'usage. Il faut prendre à un moment donné le sujet par un bout. Le sujet il est tellement compliqué, tellement complexe de se dire on prend un sujet particulier, on apporte un peu d'ingénierie, de moyens humains pour pouvoir accompagner la collectivité. On le fait aujourd'hui, nous sur un programme Open Data Énergie pour aider chaque commune à regarder de quelle manière ils consomment, etc., avec des enjeux économiques qui sont derrière. Je ne dis pas que l'enjeu économique c'est le seul vrai levier, mais c'est vrai que quand on arrive à démontrer qu'on peut faire sur l'éclairage public ou sur du bâtiment 30% d'économie quand l'électricité a pris x3 et le gaz a pris x2,6. Il y a une forme d'argument qui tient, en tout cas. Et voilà, donc je pense qu'il y a aussi ce sujet-là, être un petit peu opportuniste dans les contextes dans lesquels nous travaillons. Pour les villes du programme Action Cœur de Ville, donc c'est 222 villes en France, en tout cas la Banque des Territoires va lancer un accompagnement spécifique sur ces sujets de gestion des données territoriales et un accompagnement sur mesure, plutôt en ingénierie, juste pour information. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Oui, il y a une question au niveau du spot, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai une question par rapport à la souveraineté de la donnée. Madame, tout à l'heure, parlait des stratégies en mode SaaS, que ce soit pour des logiciels métiers ou des logiciels de
de gestion de la donnée, visualisation de la donnée. Ma question, est-ce que cette logique d'investissement en mode SaaS est en contradiction avec la souveraineté de la donnée, ou ce qui manque à ces stratégies en mode SaaS, c'est juste un verrouillage de la réversibilité? Surtout que la Smart City ou la gestion de la donnée concerne tous les territoires, quelle que soit leur taille. Merci. La question de la souveraineté est une question qui est souvent débattue, souvent discutée. C'est un sujet politique, c'est un sujet parfois de polémique. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a 3 manières de traiter la question de la souveraineté aujourd'hui dans les collectivités. On met 3 réalités différentes derrière ce mot-là. La première réalité, c'est une forme de souveraineté nationale. C'est de dire, on l'a vu dans l'enquête, je privilégie des logiciels français ou européens plutôt que des logiciels qui viennent d'un autre territoire. La deuxième question, c'est celle d'une forme de souveraineté européenne qui porte, de par le cadre réglementaire, sur la protection des données personnelles. Je m'assure que les données de mes habitants, des citoyens, accessoirement de mes agents, ne quittent pas le sol européen. Et on a parfois des surprises, y compris dans les grandes métropoles, quand on fait un diagnostic, de voir que des applications très courantes, en vérité, exportent les données hors de l'Europe, sans qu'on ait eu nécessairement le soin, le regard porté sur la localisation de ces données, surtout en ayant recours au SaaS. Et puis un troisième sujet, et je vais vous répondre plus précisément, qui est celui de la souveraineté que moi j'appelle la souveraineté publique locale, c'est-à-dire la capacité que la collectivité a à maîtriser ses propres données, qui sont les données produites par la mise en œuvre des missions de service public ou utiles à la mise en œuvre de la mission de service public, les deux n'étant pas toujours entièrement liés. Et le recours au SaaS est quelque chose d'assez ennuyeux aujourd'hui quand on se penche sur la question de reconquérir d'une certaine façon cette souveraineté, parce que souvent ça s'est fait de façon insidieuse. Vous disiez le SaaS c'est un investissement, en vérité comptablement le SaaS c'est souvent du fonctionnement, c'est ce qui permet à des services d'acheter des services informatiques, je dirais quelque part dans le dos de la DSI. Je rentre un peu dans l'arrière-cuisine, mais c'est souvent comme ça que ça se passe aussi dans nos collectivités. Et puis on va pas se préoccuper, on va se préoccuper d'avoir un outil qui marche vite et bien, et on va pas se préoccuper de l'endroit où sont les données. Les clauses de réversibilité, vous avez raison, c'est une excellente manière de procéder. Ça fait d'ailleurs partie des exemples de clauses qui sont dans le closier de la Banque des Territoires qui a été rappelé tout à l'heure. Pour autant, encore faut-il y avoir pensé au moment où les choses se mettent en place. Et parmi les nombreux opérateurs qui offrent des services aujourd'hui au monde territorial, il y a certains opérateurs, la question a été posée par Romain Mazon tout à l'heure, qui jouent le jeu, d'autres qui ne s'en sont pas encore préoccupés et joueront peut-être le jeu, et puis disons-le, quelques éditeurs de logiciels très présents dans le monde territorial qui objectivement aujourd'hui ne jouent pas le jeu malgré de multiples tentatives à la fois des pouvoirs publics, des associations professionnelles, des associations d'élus, de faire en sorte qu'il y ait de la réversibilité des données, parfois simplement de la maîtrise de ces données, que ces données ne soient pas encapsulées dans des systèmes de propriété intellectuelle qui font qu'elles ne sont exploitables que par tel ou tel opérateur. Et ça, c'est un sujet, j'ose le dire, c'est même un combat qui est à mener par le monde territorial dans son ensemble, aider des acteurs, y compris des grands acteurs nationaux qui sont présents avec nous ce matin. Merci beaucoup pour cette réponse. On a des questions sur le chat. Oui. Merci. On a 2 questions. La première, c'est sur le sujet de la non-commercialisation des données publiques. On nous demande, est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer pour sanctuariser ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà fait. Il y a une loi, elle date de 2015, c'est la loi Walter. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'est pas assez connue et que certains essayent de passer à travers ce cadre juridique pour, de façon très directe et très immédiate, commercialiser les données. Entendons-nous bien, ces données, elles ont de la valeur. Il peut y avoir, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, une économie du partage de la donnée. Il peut y avoir un modèle économique sur la création de richesses et d'activités qui sont générées par la donnée, ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui en France, c'est de commercialiser directement la donnée publique. C'est un bien commun. Et que cette donnée publique, ce n'est pas que celle produite par les administrations, c'est aussi celle qui est produite par les entreprises qui agissent dans le cadre d'une mission de service public pour le compte des administrations, et certaines l'oublient parfois un peu rapidement. Merci. Juste Yann ou Nathalie, je voyais que vous réagissiez un petit peu. Est-ce que vous voulez compléter
compléter. Disons que quand on parlait de stratégie territoriale de la donnée, évidemment la question économique peut être sous-tendue, ou en tout cas de dire que demain, dans les relations qu'on doit avoir avec l'ensemble des producteurs de données, comment on statue l'échange, en tout cas comment on définit un cadre, on arbitre cette question d'échange de la donnée. On travaille depuis 3 ans dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle RUDI sur le partage de la donnée avec une plateforme territoriale, une plateforme de partage territorial de la donnée. Voilà, on va se le dire, hein, au bout de 3 ans, on a un travail de bilan et d'évaluation qui sera évidemment public sur le sujet. C'est pas la question paraît simple, la réponse est absolument très compliquée. Donc je pense que c'est un vrai sujet sur lequel nous avons encore à nous mobiliser parce que derrière ce mot de partage, il y a des enjeux techniques, des enjeux économiques, des enjeux d'interdépendance de la donnée qui fait que si on a des valeurs avec des données partagées, a-t-on le droit de se retirer d'une plateforme et de la donnée parce que ça peut faire basculer le modèle dans lequel d'autres sont dépendants de la donnée qui a été produite. Bon bref, il y a toute cette complexité-là et peut-on après derrière avoir des données qui, une fois utilisées, font des grandes valeurs économiques et y a-t-il partage ou pas de la valeur? Bon bref, ça fait des choses qui sont pas si simples à gérer et qui nécessitent, je crois, de l'acculturation du point de vue privé comme du point de vue public du sujet, et sur lequel on aura en tout cas un plaisir de venir partager le compte rendu de l'expérience des 3 ans de travaux sur le sujet. Merci. Il y a une deuxième question sur comment vous percevez, alors je pense que ça s'adresse peut-être un peu à tout le monde, mais l'apport de la communauté des chercheurs dans tous ces sujets, tout cet écosystème de la donnée. Je pense que ça fait notamment référence à la recherche sur l'IA, ou la recherche sur la donnée de façon générale. Comment rendre plus fluide la connexion avec le monde de la recherche si la valeur ajoutée de ce dernier est reconnue ? Peut-être oui pour l'ANCT. Je pense qu'il est essentiel. Alors il y a tout un travail sur la charte d'ouverture des données pour la recherche qui est en cours de publication, qui a été publié, tout un travail du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi pour faciliter l'accès aux chercheurs à la donnée. Mais au-delà de ça, pour nous, c'est assez essentiel aussi pour définir des priorités et pour aller réfléchir à quelles données on va ouvrir et comment, quelles variables on doit aller chercher, parmi tous les jeux de données qu'on a, on a peut-être des choses qui vont être au fin fond des classeurs Excel ou au fin fond de data.gouv et qu'on ne sera pas forcément valorisé ou qui aura été mal qualifié. Donc nous, c'est vraiment un dialogue un peu permanent qui doit être mis en place pour arriver à mieux ouvrir la donnée et à mieux aussi ensuite analyser nos politiques publiques et évaluer. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup aux intervenants. Moi, j'ai trouvé cette session passionnante. Et puis, vous pouvez trouver donc en impression la note de conjoncture de la Poste et de la Banque des Territoires et sur les sites de l'Observatoire Data Publica, l'Observatoire. Merci à tous. Ah oui, et au revoir le spot.